Chapitre 22. Notre voyage était achevé. Une fois débarqués, nous nous rendîmes à Paris. Mais je dus bientôt admettre que j'avais présumé de mes forces et que je devais me reposer avant d'aller plus loin. Dans ses soins et ses attentions, mon père était infatigable, mais il ignorait les causes originelles de mes souffrances et recourait à des méthodes qui étaient sans effet sur mon mal incurable. Il voulait que je m'amuse en société, et moi je ne pouvais pas voir le visage d'un être humain. Les hommes, je les considérais plutôt comme des frères, et même les créatures les plus viles, de la même façon que les plus nobles, m'attiraient. Mais voilà, il me semblait que je n'avais pas le droit de les fréquenter. J'avais déchaîné parmi eux un ennemi dont la seule joie consistait à verser le sang et à se délecter du malheur. Comme chaque homme, comme tous les hommes me haïraient et me mettraient au banc de la société s'ils pouvaient connaître mes actes abominables et les crimes que j'avais engendrés. À la fin, mon père n'insista plus pour que je me mêle au monde et s'efforça de vaincre mon désespoir par la force de ses arguments. Il pensait souvent que j'avais été profondément marqué par l'accusation de meurtre qu'on avait fait peser sur moi et essayait de me montrer que mon orgueil était dérisoire. « Hélas, mon père, dis-je, comme tu me connais mal, les hommes, avec tout ce qu'ils ont comme sentiment et comme passion, seraient réellement avilis si un être aussi misérable que moi pouvait avoir de l'orgueil. Justine, la pauvre Justine, était innocente, plus innocente que moi, et pourtant on l'a également accusée de meurtre, et on lui a ôté la vie. C'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai tué. William, Justine, Henri, ils sont tous morts par ma faute. » Pendant mon emprisonnement, mon père m'avait souvent entendu tenir les mêmes propos. Lorsque je m'accusais de la sorte, il semblait parfois sur le point de me demander une explication, mais à d'autres moments, il avait l'air d'attribuer mes paroles au délire, comme si, pendant que j'étais malade, cette idée s'était présentée à moi et qu'elle avait continué à me poursuivre au cours de ma convalescence. J'évitais toute explication et ne révélais jamais rien concernant le monstre que j'avais fabriqué. J'étais persuadée qu'on me prendrait pour un fou, et pour cette raison, je gardais le silence. Du reste, je n'avais aucune envie non plus de révéler un secret qui plongerait mon auditeur dans la consternation et serait de nature à lui inspirer l'effroi et l'horreur. Je réprimais dès lors mon brûlant désir de sympathie et ne soufflais mot alors même que j'aurais donné le monde en échange de mon fatal secret. Et pourtant, contre mon gré, je laissais échapper mes propos comme celles que j'avais rapportées. Je ne pouvais pas les expliquer, mais en les prononçant, je soulageais passablement mon mal mystérieux. Ce fut lors d'une telle circonstance que mon père me dit avec une expression d'étonnement. « Mon cher Victor, de quoi parles-tu ? Je t'en prie, ne prononce plus ces mots. »« Je ne suis pas fou !» m'écriai-je vivement. « Le soleil et le ciel, qui ont été les témoins de mes actes, savent que je dis la vérité. Je suis l'assassin de toutes ces victimes innocentes. Elles sont mortes à cause de mes machinations. J'aurais préféré 1000 fois verser mon propre sang, goutte à goutte, pour leur sauver la vie, mais je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas sacrifier le genre humain tout entier. » La fin de mon propos fit croire à mon père que j'avais l'esprit dérangé, et aussitôt il changea de sujet, en s'efforçant de donner un autre cours à mes pensées. Il cherchait par tous les moyens à effacer de ma mémoire le souvenir des événements qui s'étaient produits en Irlande. Il n'y faisait jamais allusion, pas plus qu'il ne parlait de mes autres souffrances. Avec le temps, je devins plus calme. J'avais toujours le cœur plein d'angoisse, mais je ne parlais plus de mes crimes de façon incohérente. Il me suffisait d'en avoir conscience. En faisant un violent effort sur moi-même, je brimais la voix impérieuse de ma tourmente, quand bien même je désirais parfois la révéler au monde entier. Ma conduite était plus paisible, plus équilibrée qu'elle ne l'avait jamais été depuis mon voyage sur la mer de glace. Quelques jours avant que nous quittions Paris pour nous rendre en Suisse, je reçus d'Élisabeth la lettre suivante. « Mon cher ami, c'est avec la plus grande joie que j'ai accueilli la lettre de mon oncle en provenance de Paris. Vous n'êtes donc plus très loin, et je puis espérer vous revoir dans moins de 2 semaines. Mon pauvre cousin, comme tu as dû beaucoup souffrir. Je m'attends à te trouver plus pâle encore que tu ne l'étais à ton départ de Genève. L'hiver s'est passé fort tristement, quand j'étais dans l'anxiété. Mais je souhaite te retrouver plus détendu, plus tranquille, le cœur parfaitement en paix. Je crains néanmoins que tu ne sois toujours dans les mêmes dispositions d'esprit que celles qui te rendaient si malheureux il y a 1 an, et peut-être, au fil du temps, éprouves-tu plus de chagrin encore. Mais je m'en voudrais de te troubler en ce moment, alors que tu as déjà été si malmené. Il n'empêche, j'ai conversé avec mon oncle avant son départ pour l'Irlande, et j'en conclus qu'une explication est nécessaire entre nous. Une explication, vas-tu te demander. Quelle explication Élisabeth veut-elle donner ? Si tu te poses réellement cette question, c'est que mes préoccupations sont sans fondement,
et que mes doutes n'ont aucune raison d'être. Mais tu es loin de moi, et il est possible que cette explication te fasse peur, et qu'en même temps tu la souhaites. Si c'est le cas, je ne peux pas retarder plus longtemps ce besoin que j'ai de t'écrire ce que j'ai si souvent voulu exprimer pendant ton absence, mais que je n'ai jamais eu le courage d'entreprendre. Tu sais bien, Victor, que depuis notre enfance, nos parents ont caressé l'espoir que nous nous marions. Quand nous étions jeunes, ils en parlaient déjà, et ils avaient la certitude que ce projet serait réalisé. À cette époque, nous nous aimions comme des camarades de jeu, et je crois qu'au fur et à mesure que nous avons grandi, nous sommes devenus des amis chers. Souvent, un frère et une sœur éprouvent l'un pour l'autre une profonde affection, sans que l'amour entre en ligne de compte. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour nous ? Dis-le-moi, mon cher Victor. Je t'en prie, réponds-moi pour notre bonheur à tous deux, sincèrement. Est-ce que tu n'en aimes pas une autre ? Tu as voyagé, tu as passé plusieurs années de ta vie à Ingolstadt, et je t'avoue, mon ami, que lorsque l'automne dernier je t'ai vu si malheureux, cherchant la solitude, fuir la compagnie de tout le monde, je n'ai pas pu m'empêcher de croire que tu regrettais ton engagement, mais que tu te sentais obligé, pour une question d'honneur, de répondre aux vœux de tes parents, quand bien même ton cœur s'y opposait. Mais c'est un mauvais raisonnement. Je le confesse, je t'aime, Victor. Dans mes rêves, tu m'apparais toujours comme mon ami, comme mon compagnon le plus fidèle. Mais c'est ton bonheur que je désire autant que le mien, et je te déclare que si ton mariage devait être imposé, et non librement consenti, j'en serais éternellement malheureuse. Je pleure en pensant que tu pourrais te sacrifier au mot honneur, alors que tu as été frappé par les plus cruelles calamités, et que seul l'amour et la joie sont de nature à te rendre ton équilibre. Moi je t'aime d'un amour désintéressé, et je ne voudrais pas attiser tes tourments en me dressant comme un obstacle devant tes désirs. Ah, Victor, sois assuré que ta cousine et ta camarade de jeu t'aiment trop sincèrement pour ne pas envisager avec crainte une telle solution. Sois heureux, mon ami, et si tu réponds à ma demande, sois certain que rien sur terre ne pourrait troubler ma tranquillité. Mais que cette lettre ne te perturbe pas. Ne me réponds ni demain, ni après-demain, ni même avant ton retour, si elle devait te peiner. Mon oncle m'enverra des nouvelles de ta santé, et si je distingue un seul sourire sur tes lèvres quand nous nous rencontrerons, un sourire qui aurait pour origine une de mes initiatives, je n'aurai plus besoin d'aucun autre bonheur. Elisabeth Clavença, Genève, le 18 mai 1700 et quelques. Cette lettre me remit en mémoire la menace du monstre que j'avais oublié. Tu me retrouveras la nuit de tes noces. C'était ma condamnation. Cette nuit-là, le démon mettrait tout en œuvre pour me détruire et m'enlever le rayon de bonheur qui aurait pu, partiellement, me consoler de mes souffrances. Cette nuit-là, ces crimes trouveraient leur apothéose dans ma propre mort. Bien, il en serait donc ainsi. Nous allions engager un combat décisif, et s'il sortait victorieux, j'aurais la paix, et son pouvoir sur moi serait terminé. S'il était vaincu, je redeviendrais un homme libre. Hélas, quelle liberté! Celle dont jouit le paysan après que sa famille a été massacrée sous ses yeux, quand sa ferme a été détruite, quand ses labours ont été dévastés et qu'il se retrouve seul, sans toit, sans bien, mais libre. Voilà comment serait ma liberté. Sauf qu'avec Elisabeth, je posséderais un trésor. Malheureusement, un trésor que j'aurais reçu avec d'horribles remords et le sentiment d'une culpabilité qui me poursuivrait jusqu'à la fin de mes jours. Douce, tendre Elisabeth. Je lus et relus sa lettre, et d'agréables sensations se glissèrent en moi, suscitant des chimères d'amour et d'allégresse. Mais la pomme avait déjà été mangée, et l'ange levait le bras pour m'interdire toute espérance. Pourtant, pour rendre Elisabeth heureuse, j'étais prêt à mourir. Si le monstre mettait sa menace à exécution, la mort était inévitable. Mais est-ce que mon mariage précipiterait mon destin ? Le monstre pouvait en effet avancer de quelques mois la date de ma destruction, et s'il soupçonnait que pour ma part j'envisageais de retarder mon mariage, épouvanté par ces menaces, il trouverait sûrement un autre moyen, peut-être plus terrible encore, d'assouvir sa vengeance. Il avait juré de venir la nuit de mes noces, mais cela ne voulait pas dire que, dans l'intervalle, il ne se manifesterait pas. Et d'ailleurs, pour bien me montrer qu'il avait soif de sang, n'avait-il pas assassiné Clerval, immédiatement après avoir proféré ses menaces ? Aussi je me dis que, puisque mon mariage dans les plus brefs délais faisait à la fois le bonheur de ma cousine et celui de mon père, je ne pouvais plus le retarder, quelle que fût l'intention du monstre d'attenter à ma vie. Ce fut dans cet état d'esprit que j'écrivis à Elisabeth. Ma lettre était sereine et affectueuse. « Je crains, ma chérie, lui disais-je, que nous ne récoltions pas beaucoup de bonheur sur cette terre.
Pourtant, celui que je peux encore trouver est en toi. Chasse donc tes craintes sans fondement. C'est à toi seul que j'ai consacré ma vie, et c'est vers toi que vont tous mes efforts. J'ai un secret, Élisabeth, un secret abominable. Quand il te sera révélé, tu en frémiras d'horreur. Et alors, loin d'être surprise de ma misère, tu t'étonneras que je vive toujours après tout ce que j'ai enduré. Je te rapporterai cette effrayante et lamentable histoire le lendemain de notre mariage, car, ma chère cousine, une parfaite confiance doit régner entre nous. Mais jusque-là, je t'en conjure, n'en fais ni mention ni allusion. Je te le demande avec force, et je sais que tu en tiendras compte. Une semaine après la réception de la lettre d'Élisabeth, nous arrivâmes à Genève. La délicieuse fille m'accueillit avec beaucoup de chaleur, mais des larmes lui montèrent aux yeux dès qu'elle vit que j'avais maigri et que j'avais les joues brûlantes de fièvre. Elle aussi avait changé. Elle était plus mince, et elle avait un peu perdu de cette magnifique vivacité qui faisait son charme autrefois. Pourtant, sa gentillesse, ses regards pleins de compassion la rendaient plus apte à devenir la compagne d'un être aussi déprimé et aussi misérable que moi. La tranquillité dont je jouissais alors ne dura pas longtemps. Mes souvenirs me rendaient fou, et quand je songeais à ce qui s'était passé, j'étais la proie d'une véritable crise de démence. Tantôt je devenais furieux, enragé. Tantôt je restais immobile, avachi. Je ne parlais plus, je ne regardais personne, et sans remuer, je ressassais la multitude des malheurs qui s'étaient abattus sur moi. Et Élisabeth seule avait le pouvoir de m'arracher de mes souffrances. Sa douce voix m'apaisait lorsque j'étais transportée par la passion, et elle m'insufflait des sentiments humains quand j'étais sous le coup de la torpeur. Elle pleurait avec moi et sur moi, et dès lors que je recouvrais la raison, elle me grondait et veillait à inspirer chez moi un peu de résignation. Ah, ceux qui sont malheureux peuvent bien se résigner, mais un coupable, lui, ne trouve jamais la paix. Les tortures du remords empoisonnent la sérénité qu'on rencontre parfois dans un excès de chagrin. Peu après mon arrivée, mon père aborda la question de mon mariage très prochain avec Élisabeth. Je gardai le silence. « As-tu donc pris un autre engagement ? » ?»« Pas le moins du monde. J'aime Élisabeth, et j'envisage notre union avec joie. Fixons donc la date. Dans la vie ou dans la mort, je me consacrerai au bonheur de ma cousine. Ne parle pas de la sorte, mon cher Victor. Nous avons déjà dû affronter de grands malheurs, mais nous devons nous rattacher davantage l'un à l'autre et reporter vers ceux qui nous restent l'amour que nous avions pour ceux que nous avons perdus. Notre cercle de famille s'est réduit, mais il y a lieu de resserrer plus encore nos liens d'affection mutuelle. Et quand le temps aura adouci notre désespoir, naîtront de nouveaux objets d'attachement, et ils remplaceront tous ceux dont nous avons été si cruellement privés. Tels étaient les conseils de mon père. Mais le souvenir de la menace me hantait toujours, et vous ne vous étonnerez pas que, devant la toute-puissance que le monstre avait manifestée à travers ses actes sordides, me fût venue l'idée qu'il était invincible. Quand il avait prononcé ces mots, « Tu me trouveras la nuit de tes noces », j'y avais vu un avertissement dont l'issue était inévitable. La mort pouvait-elle être un mal pour moi si Élisabeth, elle, restait en vie ? Aussi, ce fut d'un air content et même joyeux que je décidai avec mon père, sous réserve du consentement de ma cousine, que la cérémonie aurait lieu dans 10 jours. En même temps, j'imaginais fixer l'heure de mon destin. Grand Dieu, si j'avais pu, un seul instant, deviner les intentions diaboliques de mon implacable ennemi, je me serais plutôt exilé à jamais de mon pays natal, et je me serais résigné à errer à travers le monde comme un paria, au lieu de consentir à ce malheureux mariage. Mais, comme s'il avait possédé un pouvoir magique, le monstre m'avait dissimulé ses véritables intentions. Alors que je pensais avoir préparé ma propre mort, je hâtais celle d'un être que j'aimais. Comme approchait la date fixée du mariage, soit par lâcheté, soit en raison de quelques pressentiments, je me sentais fléchir. Mais je cachais mes états d'âme en me montrant joyeux, de telle sorte des sourires et la joie illuminaient le visage de mon père, sans réussir néanmoins à leurrer Élisabeth. Elle envisageait notre union avec sérénité, où pourtant affleurait une certaine crainte, résultant des malheurs que nous avions subis. Elle avait sans doute peur que ce bien-être, en apparence sûr et tangible, ne disparût soudain comme un rêve, et ne laissât d'autre trace qu'un profond et immense regret. Les préparatifs allaient bon train. Nous recevions des visites de félicitations et tout donnait l'impression de l'allégresse. Je dissimulais autant que je le pouvais l'anxiété qui me rongeait le cœur, et semblais sans détour m'intéresser au plan de mon père,
lequel était peut-être occupé à dresser le décor de ma propre tragédie. Grâce à ces démarches, il avait pu obtenir du gouvernement autrichien qu'une partie du patrimoine d'Élisabeth lui soit restituée. Elle possédait une petite maison de campagne en bordure du lac de Caume, et il avait été décidé qu'aussitôt après notre mariage, nous partirions pour la Villa Valenza et que nous passerions nos premiers jours de bonheur près de ce lac superbe. Entre-temps, je pris toutes mes précautions pour me défendre, au cas où le monstre aurait voulu ouvertement s'attaquer à moi. Je portais sans cesse sur moi des pistolets et un poignard, et j'étais toujours sur mes gardes pour prévenir la moindre ruse. Par là, je m'assurais une plus grande tranquillité. À la vérité, à mesure qu'approchait le jour de la cérémonie, la menace du monstre me semblait illusoire, peu susceptible de troubler ma paix, et, du coup, le bonheur que j'espérais trouver dans le mariage prenait chaque jour plus de poids. Et cela se confirmait aussi par le fait que j'entendais à tout moment dire autour de moi que rien ne pouvait plus désormais mettre cet événement en péril. Élisabeth semblait heureuse. Ma sérénité contribuait largement à assurer le calme de son esprit. Mais le jour où nos désirs et ma propre destinée allaient enfin s'accomplir, elle devint mélancolique et un triste pressentiment s'empara d'elle. Peut-être pensait-elle au formidable secret que je lui avais promis de révéler le jour après notre mariage. Dans le même temps, mon père rayonnait de joie et ne voyait dans la mélancolie de sa nièce qu'un signe de timidité. Après la cérémonie, de nombreux invités se réunirent dans la maison de mon père. Il avait été convenu qu'Élisabeth et moi commencerions notre voyage par eau et qu'après avoir dormi à Évian, nous le poursuivrions le lendemain. La journée était belle, le vent favorable. Tout souriait à notre voyage de noces. Ce furent les derniers moments de ma vie pendant lesquels j'éprouvais encore des sentiments de bonheur. Nous voguions à bonne allure. Le soleil chauffait, mais nous étions protégés par une espèce de dais et admirions la beauté du paysage. Le mont Salève, les jolies berges de Montalegre et, à une certaine distance, dominant tout, le magnifique Mont Blanc et l'ensemble des montagnes enneigées qui s'efforcent vainement de rivaliser avec lui. Parfois, au-delà de la rive d'en face, nous voyions le puissant Jura, opposer ses flancs obscurs aux ambitieux qui veulent quitter leur pays natal, former une infranchissable barrière devant l'envahisseur qui aurait voulu le réduire en esclavage. Je pris Élisabeth par la main. « Tu es triste, mon amour. Ah, si tu connaissais mes souffrances passées, si tu connaissais celles que je dois encore subir, tu mettrais tout en œuvre pour que je puisse goûter aujourd'hui mes dernières heures de joie, loin de tout désespoir. »« Sois heureux, mon cher Victor, » me répondit Élisabeth. « Il n'y a ici, je pense, rien qui puisse te perturber. Sois certain que si la joie ne se lit pas sur mon visage, mon cœur, lui, est comblé. Quelques lointains pressentiments m'empêchent de trop m'épancher, mais je ne veux pas écouter cette voix sinistre. Regarde comme nous progressons, comme les nuages qui tantôt couvrent et tantôt découvrent le sommet du Mont Blanc rendent le panorama plus beau encore. Peux-tu entendre les innombrables poissons qui nagent dans l'eau limpide où nous pouvons distinguer chaque caillou au fond du lac ? Quel jour divin ! Comme la nature entière semble heureuse et sereine. » Élisabeth essayait ainsi de chasser de ses pensées et des miennes toute trace de préoccupation mélancolique. Mais son humeur était changeante. À certains moments, la joie brillait dans ses yeux, puis de nouveau, elle se laissait aller à la rêverie. Le soleil descendait à l'horizon. Nous avions passé la Durance et nous observions ses méandres à travers les ravins et le long des collines. Ici, les Alpes enserraient le lac, et nous approchions de l'amphithéâtre de montagnes qui le borde à l'est. Le clocher d'Évian brillait au-dessus des bois qui entourent la ville et au pied des chaînes de montagnes qui la surplombent. Le vent, qui jusqu'alors nous avait entraînés avec une rapidité étonnante, ne devint plus qu'une légère brise. Son souffle suffisait à peine à rider l'eau et à agiter faiblement les arbres. Nous étions près du rivage, d'où nous parvenaient des senteurs délicieuses de fleurs et de foin. Le soleil disparut à l'horizon comme nous débarquions, et je sentis ressurgir en moi les effrois et les tourments qui allaient bientôt s'accomplir et me ronger pour toujours.